Jean-Philippe, est-ce que tu es arrivé? C'est bon, je te vois, Jean-Philippe. Tu n'as pas l'air à m'entendre, par exemple? OK. Tu ne peux pas parler, là, ton micro, il semble fermé. Ah, on m'a permis d'ouvrir mon micro, c'est bon. OK, c'est bon, c'est ça. Je fais juste les pré-tests là, pour pas qu'on ait à faire ça quand le temps va débuter. Je pense qu'on va commencer en retard un peu. On est resté pas mal fidèle au temps, malgré tout. En fait, je dirais même flush. Parfait, parce que moi, j'avais qu'on commençait à 11h15, hein, fait que dans une minute. OK. Oui. Non, c'est vrai que ça va être E20. Je suis désolé. Je pense que j'ai donné une indication erronée. Marc-André, pendant que je t'entends, moi, je présente dans l'autre salle, mais je ne sais pas comment me... Puis Marc-Claude aussi, on est comme dans cette salle-ci. Donc, normalement, si tu regardes sur Breakout Rooms dans le bas de l'écran, oui. Je crois que c'est l'option Open All Rooms. Oui. Normalement, c'est supposé fonctionner. Excusez-moi, on ne créait pas la salle un petit peu plus tard? Moi, je la créerais tout de suite, moi. Ça marche, je vais la créer pour éviter les bugs de tantôt, si ça ne vous dérange pas. Oui, go. Oui, donnez-moi une seconde. Mais je me demande s'il ne faut pas attendre, s'il ne faut pas fermer toutes les salles avant. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, ils sont fermés. Oui, c'est ça, hein? Exactement. Okay. Je ferme et j'ouvre à l'instant. Parfait. Merci. C'est beau, ça, c'est beau. OK. Là, moi, je n'arrivais pas à mettre M. Chainé comme co-host. Est-ce que ça a été fait? Ou... Mais tout le monde peut... tout le monde peut présenter, donc le statu quo est rendu facultatif parce qu'il y avait un bug tantôt avec ça. OK. Attends, on va essayer. Caroline Morin, qu'est-ce qu'elle arrive toujours pas à faire? On va essayer de regarder ça. Il y a la salle. Okay. Tout le monde est en train de revenir, je pense. Oui, mais là, il y a un bug avec la salle d'épistage, n'arrête plus de se recréer, tout ça. OK, je vais faire ça comme ça. Tu dis que la salle se recrée. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas encore toutes fermées? Ou... Non, je la ferme, mais elle réapparaît sans cesse. Elle se réouvre. Je vais encore la fermer. OK, c'est beau, je pense que je l'ai eu là. Tu as raison qu'il y a comme quelque chose qui se recrée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs choses qui... Est-ce que vous avez vu un pop-up? Moi, je vois quelque chose. Bon, je pense que c'est bon, les gens joignent là. C'est bon, c'est bon. Je vous rejoins dans la salle 2 avec mon autre compte. Merci. Merci, Laurent. Merci. Laurent, je ne sais pas, moi, ça n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas si tu m'entends.
Donc, nous allons commencer dans une minute. Jean-Philippe Chêne n'a pas d'autorisation pour son micro. Je vais regarder ce que faire je peux. Je ne sais pas si vous avez apprécié, c'est une tournure de phrase comme Yoda. Donc, Jean-Philippe Chêne est ici. Je vous ai autorisé. OK, ça va. Chaîner. C'est bon, je vais faire un petit test parce qu'on dirait que, parce que tantôt, quand Geneviève va parler, je vais me remettre sur mute, mais je pense que ça me bloque après, ça se peut-tu? Je ne le sais pas. Je vais faire un test. Je vais me mettre sur. OK, Moi, je vais garder ça fonctionne. Gardez votre caméra allumée, faites des grands parages et je vais surveiller ça. Donc, commençons. Désolé, on va vous amputer de quelques minutes. Mieux vaut se faire amputer de quelques minutes que se faire amputer une partie du corps, je crois, quand même. Donc, Geneviève Trempe a débuté sa carrière en 2005 comme intervenante en santé mentale à l'IUSMM. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en psychoéducation et elle a participé à la mise sur pied d'une équipe de crise avec l'urgence de l'IUSMM et où elle a travaillé comme psychoéducatrice pendant 4 ans. Actuellement, elle travaille comme psychoéducatrice à la clinique Connectée, qui est la clinique d'intervention précoce. Excusez-moi, moi j'appelle ça encore l'ouillache. Au moins, j'appelle plus ça Saint-Jean-de-Dieu. Alors, Jean-Philippe Chéné est intervenant de crise à Pêche depuis les 8 dernières années. Dans le cadre d'une entente avec le service de police de la Ville de Québec, cette équipe est interpellée dans de nombreuses crises psychosociales avec le mandat d'évaluer la dangerosité d'appliquer la P38 dans une perspective de prévention de la judiciarisation et des hospitalisations. Ça brasse chez eux et Québec, malgré sa réputation, n'est pas une ville toujours parfaitement paisible. Donc, une vidéo sera présentée avant la conférence qui a été réalisée par les gens des communications du 6 Chaudière-Appalaches, qui met en vedette les gens de Chaudière-Appalaches comme il se doit. Alors, Laurent pèse sur le piton. Laurent est bien là. Oui. Ça semble... Bon, je pense qu'on a été victime de pirates informatiques, probablement russes ou chinois. Je vais juste départager peut-être l'écran de la diapositive si on veut pouvoir voir la vidéo. Ah, OK. C'est bon. Gros plan sur Madame Trempe. Avec la cortisone, puis le fait que j'allaitais, puis en tout cas, ça... Un choc électrique, là, pas un choc électrique, en tout cas 2 fils qui sont touchés, là, puis ça a comme créé une psychose. Puis j'ai regardé des vidéos de COVID, la COVID, tout ça, ça m'a fait peur. C'est mes parents, puis c'est mon chum qui m'ont emmené en psychiatrie au 3e à Saint-Georges. Ça a duré un bon mois durant que j'étais hospitalisée. J'avais peur des intervenants de la santé, j'avais peur de tout le monde. Ça s'est rendu à Montmagny que j'ai plus... ma psychose, elle s'en allait, là, que ça allait mieux. C'est arrivé petit à petit, genre, puis après ça a comme explosé. Je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas à quel point j'allais pas bien, là. Les services médicaux, tout ça, la police, pour moi, tout le monde était des robots, fait que je voulais comme pas coopérer. Il fallait toujours s'essayer de la négociation avec eux autres pour m'embarquer dans l'ambulance, tout ça. À l'enfant Jésus, mettons, que j'ai compris qu'ils voulaient
pas de mon mal, là, ils voulaient de mon bien. Puis, mais je pense qu'ils ont fait tout le travail qu'il fallait qu'ils fassent. Puis c'était vraiment du bon personnel là, de la santé. Donc, comme le criait le coach du National de Québec au début de l'an 50, go, go, go! Parfait. Donc, j'ai repartagé mon écran. Je ne sais pas si tout le monde, si vous pouvez voir l'écran. Jean-Philippe, tu vois? Parfait. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, Jean-Philippe et moi, de prévenir ou apprendre à mieux gérer les crises en partenariat. Donc, pour commencer, je pense que c'est important de déterminer c'est quoi une crise puis comment elle se manifeste pour savoir c'est quand qu'on intervient finalement en crise. Donc, une crise, c'est une période qui est assez courte, mais de déséquilibre intense pour la personne. La personne est confrontée finalement à des événements qui sont stressants pour elle, qui sont graves pour elle. Parfois, ça peut être subjectif, qu'est-ce qui est grave pour une personne et pour une autre. Donc, pour elle, les événements ou la série d'événements qu'elle a vécus sont graves, puis elle n'est pas capable, avec les mécanismes qu'elle a habituellement, les moyens, les stratégies, de pouvoir résoudre cette crise-là, finalement. Donc, la crise, la personne est submergée par le monde vraiment des émotions. Elle est submergée par ses émotions. Elle a beaucoup de difficultés à faire de la résolution de problèmes à ce moment-là. En fait, elle n'a plus accès à ses ressources plus cognitives. Donc, de trouver des solutions quand quelqu'un est en crise, c'est très difficile par rapport à ça qui est vraiment dans le monde émotionnel. La colère, la peine, la peur, c'est ça vraiment qui prend le dessus. C'est sûr que les manifestations possibles d'une crise, là, c'est très hétérogène d'une personne à une autre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, c'est quelqu'un qui commencerait à être très irritable, à faire de l'insomnie ou au contraire de l'hypersomnie, à dormir tout le temps, à s'isoler, à ne plus vouloir voir les gens, son réseau social habituel. Ce qu'on voit, en fait, c'est très hétérogène, mais c'est un changement dans l'état habituel de la personne, puis qu'on peut déceler une détresse chez cette personne-là. On voit qu'en signe chinois, là, la crise se représente par deux symboles qui veulent dire danger et opportunité. Danger, on va voir tantôt que c'est un moment des fois où on va devoir intervenir pour assurer la sécurité de la personne. L'intervention va être plus directive parce qu'il y a un danger. Mais c'est aussi un moment où il y a une opportunité de changement, une opportunité d'offrir de l'intervention finalement, puis de créer un lien avec une personne. Ici, on voit la progression de la crise. Donc, on passe de l'état d'équilibre à la vulnérabilité, puis ensuite la crise. La raison pour laquelle je vous le présente, c'est que la présentation veut aussi être de voir comment on peut intervenir en prévention. Donc, en voyant la progression de la crise, ça nous permet d'intervenir aussi avant la crise. Donc, rapidement, l'état d'équilibre, c'est l'état sûrement où la plupart d'entre nous sommes, en tout cas, je l'espère, présentement, qui n'est pas un long fleuve tranquille, l'état d'équilibre. C'est un moment où on va vivre des tensions, comme par exemple, tantôt, j'avais de la misère avec mon Zoom, je viens stressée, j'ai oublié mon lunch pour le midi. Donc, on vit des tensions, mais avec nos stratégies, nos moyens, on est capable, dans un délai raisonnable, de revenir à un état où on est bien. Donc, ça, c'est l'état d'équilibre. Mais dans la vie, donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais quand même, ça se maintient bien. Mais dans la vie, parfois, on vit plusieurs stresseurs, puis ça peut amener les gens dans un état de vulnérabilité. L'état de vulnérabilité, c'est vraiment le moment où la personne, ses stratégies sont moins efficaces. Elle se rend compte, elle va laisser tomber certains moyens qu'elle utilisait auparavant. Des fois, il va y avoir aussi des stratégies qui sont moins aidantes à long terme qui vont prendre place, comme par exemple augmenter sa consommation d'alcool, s'isoler davantage, lâcher les cours qu'on allait de yoga, par exemple. Donc ça va arriver à l'état de vulnérabilité. Dans l'état de vulnérabilité, la personne a une perception plus sombre là, de sa vie, la perception de sa réalité finalement. Mais elle est encore capable de réfléchir à des pistes de solutions, d'aller demander de l'aide, par exemple, de mettre des choses en place. Il y a plus d'émotions, mais elle a encore accès à son cognitif. Dans l'état de vulnérabilité, en fait, le problème, c'est que la capacité à faire face aux événements stressants est limitée à ce moment-là. Elle est moins bonne que d'habitude.
Donc, s'il survient d'autres événements pendant l'état de vulnérabilité, bien, il y a un fort risque que la personne se retrouve en état de crise. L'état de vulnérabilité, donc, c'est le moment où on peut faire notre prévention quand on voit qu'il commence à avoir des changements, que la personne elle-même, nous-mêmes, on peut faire de la prévention quand on voit qu'on est à ce moment-là. À l'état de crise, quand survient d'autres événements, puis que là, on passe à cet état-là, ça se divise en 3 phases, en fait, qu'on pourrait dire, qui est la désorganisation, le passage à l'acte et la récupération. Donc, la désorganisation, là, c'est vraiment intense à ce moment-là. La personne, vraiment, c'est le monde des émotions. C'est là que, tantôt, quand Jean-Philippe va nous parler, ou qu'on a des interventions plus poussées, là, en fait, plus directives, parce que la personne, elle est plus capable de prendre des décisions pour elle-même. Elle est vraiment submergée par ses émotions. Les stratégies sont plus efficaces. Elle n'est pas capable de revenir, finalement. Cette période-là de désorganisation, elle ne peut pas durer pendant des mois. C'est insoutenable pour le corps. Après quelques semaines, soit que la personne va être capable de revenir vers un état de vulnérabilité ou d'équilibre, ou soit qu'il va avoir un passage à l'acte parce que la tension va être trop forte. Le passage à l'acte, c'est le moment où le presto saute, finalement. C'est le moment où la tension est évacuée. Ça peut prendre différentes formes, le passage à l'acte. Ça pourrait être, par exemple, des comportements suicidaires, des comportements agressifs, homicidaires, aussi des menaces homicidaires, des menaces suicidaires, mais ça pourrait être aussi des fuites, comme par exemple un jeune qui sera peut-être lâche l'école, un jeune qui sera peut-être lâche son travail. Ce n'est pas des choses qui ont été réfléchies avant, c'est vraiment comme un presto. C'est fait de façon comme c'est fait, en fait, c'est une réaction très rapide qui se passe. Suite au passage à l'acte, il y a une période qui s'appelle la récupération. Une fois que la tension a été évacuée fortement, la personne nous apparaît souvent plus calme. Le lendemain, quand on la voit ou après le passage à l'acte, c'est un moment où que la personne va être souvent aussi beaucoup plus ouverte à avoir de l'aide. La tension est descendue, puis là, elle voit tout ce qui vient de se passer, elle prend un peu conscience de tout ça, puis c'est un moment propice au changement habituellement. La récupération, par contre, c'est un peu, faut être très prudent parce que c'est pas parce que la personne nous apparaît plus calme qu'elle n'est plus en état de crise à ce moment-là. On peut voir que la récupération se trouve dans le schéma qu'on voit ici, encore dans l'état de crise. Donc, même si la personne est moins tendue, s'il y a d'autres stresseurs qui surviennent, il y aurait des forts risques qu'elle se ramasse encore en désorganisation. Ici, c'est la progression de la crise psychosociale qu'on voit. Donc, je pense rapidement, c'est important de nous dire que dans la typologie de la crise que nous, on utilise dans l'équipe de crise au CIUSS de l'Est, qui est la typologie de Leblanc, Séguin et Brunet, il y a la crise psychosociale qui, oui, part de l'état d'équilibre, vulnérabilité à la crise. Ça, c'est des crises qu'on voit, en fait, dans une vie, les gens vont en vivre une ou deux, là. Donc, je pourrais vous donner l'exemple d'une cliente qui avait pris une retraite anticipée pour s'occuper de son père qui était en fin de vie, puis qui avait lâché pas mal toutes ses activités pour s'occuper de son père, puis que finalement, puis que son réseau social était plus au travail, tout ça. Puis quand le père est décédé, bien, la femme en question s'est ramassée avec plus d'activités, moins de réseau social, était très isolée, s'est mise à consommer, puis ne voyait plus vraiment de raison de vivre à ce moment-là, puisqu'elle n'avait plus à s'occuper de son père. Il y avait le stresseur aussi, du deuil qu'elle avait à faire de son père. Donc, tout ça qui s'ajoutait, c'était une dame qui nous avait appelé à l'équipe de crise pour des idées suicidaires, puis qui avait accès à beaucoup de médicaments de son père qui était décédé finalement, mais qui avait beaucoup de médicaments de gestion de la douleur. Donc, on voit la progression que je vous fais rapide pour la crise psychosociale. Chez la clientèle, des fois, ce qu'on va voir, c'est que les crises, c'est plus fréquent qu'une ou deux dans la vie. Puis ça, c'est que les gens sont au plus long cours en état de vulnérabilité, finalement. Donc, ils ont moins la capacité de réagir aux stresseurs en étant en vulnérabilité, puis peuvent vivre plus souvent des crises. L'exemple que je pourrais donner, c'est un client qui a un jeune homme ici qui a un trouble de personnalité limite, qui depuis son enfance a beaucoup d'enjeux en lien avec l'abandon, l'attachement. Puis cet homme-là sort avec une autre personne qui souvent, la relation est difficile. Il laisse, il revient, il laisse, il revient.
Donc, à chaque rupture, ce jeune-là, par sa vulnérabilité à l'abandon, tombe facilement en crise dans les idées suicidaires, dans les tentatives de suicide. Donc, on voit que sa vulnérabilité initiale fait en sorte qu'il y a plus souvent des crises chez cette personne-là. On appelle ça la crise psychopathologique. Puis, on a aussi la crise psychotraumatique, qui est davantage une crise où la personne passe de l'état d'équilibre à l'état de crise très rapidement. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est quelqu'un qui sort le soir puis qui vit une agression, puis qu'ensuite, il y a beaucoup de répercussions suite à l'agression, tout ça, puis des flashbacks, il y a de la misère à dormir, qui tombe directement en état de crise. On appellerait ça la crise psychotraumatique. Donc, je te laisse la parole, Jean-Philippe. Je vais pouvoir changer. Tu me diras quand changer. C'est parfait. En fait, c'est ça. Moi, je vais vous faire un petit profil de qu'est-ce qu'on doit. C'est quoi les attitudes qu'on doit avoir au niveau quand on fait une intervention de crise, en fait. Je vais parler un petit peu des lois aussi, des fois, pour mieux vous expliquer, puis les différentes gardes aussi. C'est sûr qu'en intervention de crise, en fait, ce qu'on va viser, c'est que la personne revienne à un niveau de fonctionnement préexistant à la crise. Ça va être de ramener la personne à un niveau de flottaison et à un niveau d'équilibre. L'intervention à préconiser quand on est en intervention de crise, c'est vraiment de rester dans le ici et maintenant parce que, comme Geneviève le disait, souvent les gens vont être très émotifs et ils vont avoir tendance à partir de très loin dans leurs pensées et tout ça. Fait que c'est vraiment important de vraiment ramener les gens à ce qui se passe maintenant, puis aussi ramener souvent à l'événement qui a provoqué la crise. Puis ça va vraiment être d'identifier ça. C'est ça l'objectif, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement pour diminuer la crise, puis ensuite de ça aussi, ramener la personne à ce niveau de flottaison-là. Tu peux changer? Parfait. L'aspect, je vais répéter tu sais, quand on est intervenant, je pense, où on travaille avec une clientèle, des fois plus désorganisée ou avec des pratiques de santé mentale, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler des choses que je vais vous nommer aujourd'hui. L'aspect de sécurité est très important, surtout avec une clientèle des fois psychotique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est envahie, exemple, quelqu'un qui est envahi par un phénomène de voix, ça va être très, très envahissant pour elle et va démontrer va être imprévisible, en fait. Puis, c'est ça. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma carrière, même récemment, intervient avec une jeune demoiselle qui était psychotique, puis à un moment donné, les policiers n'étaient plus avec nous, puis tout d'un coup, elle sort un couteau. C'était pas dirigé contre moi. Elle voulait vraiment nous montrer qu'elle a traîné un couteau sur elle parce que justement, elle était très envahie. Elle pensait que les Hells Angels la suivaient. Mais en même temps, c'est que j'avais grandement diminué mon attention à l'aspect de sécurité. Puis souvent, on fait ça parce que on se dit « Ah oui, mais c'est une jeune demoiselle » ou par exemple, on se dit « Ah, ben j'ai un bon lien avec la personne ». Mais je pense que c'est vraiment un aspect qu'il ne faut jamais sous-estimer en intervention puis qu'il ne faut jamais oublier, surtout avec une clientèle psychotique. Il faut vraiment, c'est ça, comme je disais, souvent avec les gens qui sont psychotiques au niveau là, de l'aspect de sécurité, vraiment y aller avec la pacification. Donc, vraiment de nommer à la personne « Je comprends que tu es en colère, tu as le droit d'être fâché ». Fait que vraiment venir nommer l'émotion que la personne vit parce que ça, généralement, ce qu'on voit quand on utilise des techniques vraiment au niveau de la pacification, ça va grandement réduire la crise et assez rapidement. C'est des techniques qui fonctionnent bien avec les gens psychotiques. Porter attention au discours, ça, c'est une autre notion qui est très importante. Je vais vous donner un exemple qui est super intéressant. On avait un jeune homme, à peu près 20 ans, il est à la rue, il habite à Québec, tout ça, et à chaque fois qu'il était dans des organismes, il tenait un discours très agressif envers les femmes, puis tout ça. Puis finalement, il se faisait toujours arrêter, il se faisait sortir là, de l'Aubervière puis des organismes à Québec. Puis quand une intervenante a pris le temps de comprendre ce qui se passait, le jeune homme, finalement, c'est qu'il entendait beaucoup de voix féminines et quand il vivait des épisodes de crise, ce n'est pas les intervenantes qui menaçaient, c'était ses voix. Mais c'est sûr que ce qui est vraiment important, c'est porter une attention particulière au discours des gens parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Ah, la personne a un discours décousu ». Puis on ne portera pas attention au discours, mais souvent, c'est que la personne, en dessous du discours psychotique, essaye d'expliquer quelque chose.
Fait que c'est vraiment important. Puis un des aspects les plus importants, c'est de valider s'il n'y a pas des menaces aussi dans le discours de la personne et envers qui. Parce que ça va être des éléments qui vont nous permettre des fois d'appliquer, exemple, la loi P38 que je vais parler un petit peu plus tard, ou justement d'aller chercher des gardes. Fait que c'est vraiment important de poser des questions puis d'essayer d'aller chercher les éléments dans le discours de la personne. Établir un contact visuel, ça c'est très important au niveau verbal et non verbal. Position neutre, toujours regarder la personne dans les yeux. Souvent, c'est des fois les gens qui sont très envahis, qui ont des hallucinations, vont avoir un regard fuyant, tout ça. C'est très important de regarder la personne, puis d'avoir une position qui est accueillante. Je donne un exemple. Hier, j'ai intervenu avec une jeune demoiselle très désorganisée. Juste, je pouvais me permettre de faire ça justement parce que j'étais à une bonne distance, mais je mesure 6 pieds 2 quand même. Fait que je peux être imposant. La jeune demoiselle était assise dans son lit. Juste le fait de m'accroupir puis de me mettre à son niveau, j'ai déjà l'air moins imposant, puis ça a grandement fait en sorte que la jeune a pu se calmer rapidement. Comment se positionner? Comme je disais, c'est vraiment, tu sais, habituellement, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Une position très droite, c'est jamais la bonne chose à faire. Il vaut mieux se mettre un petit peu en angle parce que ça fait en sorte qu'on a l'air moins imposant. Donc, des fois, juste de se mettre au 45 degrés devant la personne, on va être moins dans une position de confrontation. Garder les mains, c'est ça, garder les mains en position non menaçante. Demander de l'aide dès que possible aussi. Habituellement, ce qu'on va préconiser aussi dans l'intervention, particulièrement avec une clientèle psychotique, c'est qu'une seule personne doit diriger l'intervention. Il faut juste s'imaginer quelqu'un, exemple, souvent, il y a une intervention de crise, des fois, il y a des membres de la famille, les policiers, des ambulanciers, les intervenants psychosociaux, après ça, et en plus, si la personne entend des voix, ça fait un paquet de monde et un paquet de choses sur lesquelles la personne doit se concentrer. Fait que c'est très important qu'il y ait une personne qui livre l'intervention. Souvent, avec une clientèle psychotique, si vous pouvez vous le permettre, toujours intervenir à deux, parce que ça se peut très bien que avec un ou l'autre des intervenants, ça ne passe pas. Il n'y a pas vraiment de raison particulière à ça. Fait que c'est sûr que moi, je favorise tout le temps d'intervenir à deux dans des situations comme ça. Puis en fait, je vais juste faire un petit parallèle entre l'affrontement et la confrontation. Donc, on peut se permettre des fois de confronter la personne, mais il ne faut pas tomber dans l'affrontement. Puis ça, c'est intéressant. L'affrontement, en fait, c'est quand vous allez vous en rendre compte quand vous êtes dans une relation qui est autoritaire, lorsque la personne est beaucoup sur la défensive. Lorsqu'on est dans une discussion avec quelqu'un, puis on est vraiment dans une recherche de gagnant-perdant, comme si on essaie de faire valoir notre point, souvent, la personne va vraiment démontrer beaucoup de rigidité et souvent aussi quand on s'en va trop dans l'affrontement au niveau du délire puis de ce que la personne vit. Parce qu'il faut se rappeler, un délire, c'est une conviction absolue que la personne vit. Fait que ça ne sert à rien de venir en affrontement avec elle. Fait que, tu sais, la confrontation, on est vraiment plus dans la recherche de compromis, diminuer le climat de tension, justement, puis agir un petit peu plus de souplesse parce qu'il y a une façon, des fois, de confronter le client, mais de façon très passive et très simple dans l'accusation. Mélanger. Partenariat et transparence, je fais un petit point là-dessus. Je trouve ça super important, en fait. Je pense que ça, on n'ose pas faire ça à la clientèle. Quand les gens sont désorganisés, c'est important d'être transparent avec eux. Souvent, là, moi, je travaille avec les policiers. C'est sûr que les policiers à Québec, de plus en plus, sont formés au niveau de la santé mentale, mais en même temps, ils n'osent pas nommer les choses aux clients. Par exemple, à plusieurs reprises, les policiers, en fait, ils voulaient que j'intervienne avec quelqu'un. Ils m'ont présenté comme étant un spécialiste qui était spécialiste quasiment chez Vidéotron, puis que j'allais tout régler là, leur système informatique parce qu'il était piraté. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, moi, je suis intervenant social. Fait que souvent, ce que ça crée beaucoup d'attentes chez les gens. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que les gens qui vivent des délires ou qui ont des hallucinations et qui sont psychotiques, ils sont très intelligents et ils voient qu'il y a un double jeu. Puis souvent, ça, ils vont sentir qu'ils se font un petit peu flouer. Donc, moi, je suis très, très transparent avec les gens. Et ça, je pense que c'est nommer vos inquiétudes, toujours agir de façon préventivement, parce que c'est pas le temps c'est pas en situation de crise qu'on va commencer à faire un plan de crise. Là.
nommer nos observations. Comme je vous disais tantôt, moi, je trouve ça important. Quand vous avez un client qui est psychotique puis que vous voyez qu'il est de plus en plus désorganisé au cours de votre suivi, je pense que c'est intéressant si vous pouvez introduire un collègue, de gérer ces dossiers-là à deux parce que souvent, je vais le dire comme ça, mais quand les gens sont délirants, on finit l'intervenant par des fois de tomber dans le côté obscur de la force. Puis finalement, il n'y a plus confiance en nous pour aucune raison parce on fait partie du délire. Fait que ça, c'est intéressant préventivement d'introduire un de nos collègues des fois dans le dossier, de présenter le visage de quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut être plus facile suite à ça à gérer les crises aussi. Transmettre l'information importante à l'équipe traitante, et ça, je le dis et le redis, on ne brise pas quand on est en secret professionnel, on a le droit de recevoir de l'information. Fait que moi, ça, des fois, les proches m'appellent, je prends l'information et je sensibilise les proches aussi à nous appeler. Et moi, je l'explique très bien. Je ne peux pas donner d'informations, mais je peux en recevoir. Parce qu'il y a beaucoup aussi de choses, des fois, quand les gens ont des équipes traitantes, quand ils ont des psychiatres, les psychiatres peuvent agir de façon préventive, aller demander des gardes provisoires. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre d'être en intervention, en situation de crise afin de nommer les choses puis rapporter l'information. C'est ça. Transmettre l'information, poser des questions pour agir préventivement, ne pas avoir peur des… Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un point que je trouve important, c'est que ne pas avoir peur des policiers. En fait, on a tendance à se dire « OK, il ne faut pas que j'appelle la police, je vais briser mon lien ». En même temps, c'est que quand on est en situation de crise, la priorité, c'est la sécurité de la personne. Puis, pour être 100% honnête, si vous avez effectivement un vrai lien avec la personne, vous allez être capable de reprendre la situation avec elle. Ça, c'est avoir un lien, puis je pense que ça va fortifier le lien aussi. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'en agissant contre le gré de la personne, tout ça, on va briser notre lien parce que ce n'est pas le cas. Toute situation se reprend. Tu peux changer? Parfait. En fait, je vais vous faire une petite explication sur la loi P38. Nous, à Québec, en fait, là, on est vraiment mandaté au niveau du service de police pour évaluer la P38. La P38, il faut comprendre, c'est que c'est une loi d'exception. Donc, il faut éviter le plus possible de l'appliquer. C'est pour ça que des fois, il y a des services de crise comme le nôtre qui existent. C'est 3 critères très, très simples. Il doit avoir un danger grave. Quand on parle de danger grave, c'est un danger pour la personne ou pour les autres. Que ce soit au niveau suicidaire, homicidaire, des gestes hétéro-agressifs, donc un danger grave. Quand on parle d'immédiateté, par la suite, le deuxième critère de la loi P38, un danger immédiat, c'est un danger, dans la loi comme elle s'est rédigée, c'est moins de 48 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un délai aussi. Si la personne elle a commis des comportements agressifs ou des menaces, tout ça, on peut appliquer une P38 24 heures après. Il y a comme un délai aussi après la crise, que des fois, on peut quand même rentrer quelqu'un à l'hôpital. C'est ça. Et l'autre affaire aussi, c'est l'absence de consentement. Je vous donne un exemple très, très simple. J'ai une jeune psychotique, elle a fait des menaces homicidaires, elle dit qu'elle va aller s'en prendre à des gens. Elle collabore à aller à l'hôpital, ce n'est pas une P38. Puis aussi, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est oui, mais il faut mettre la personne en P38, comme ça, elle a plus de chances de rester à l'hôpital. Ça non plus, ce n'est pas vrai, puisque la façon que c'est traité à l'hôpital, souvent, ça va se traiter de la même façon. Puis c'est ça. Fait que l'absence de consentement, c'est vraiment ce qui nous permet d'appliquer la P38. Donc, c'est ça. Si la personne collabore à aller à l'hôpital, on n'est pas dans une P38 parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'application de la P38, c'est que la personne est mise en état d'arrestation. C'est un arrêt d'agir. Fait que si elle collabore à aller à l'hôpital, pas de P38. Quand on emmène quelqu'un à l'hôpital par la suite, ce qui peut arriver, c'est qu'elle va rencontrer en premier l'urgentologue. L'urgentologue, lui, ce qu'il peut décider, c'est qu'il va garder la personne, appliquer la P38 et il va garder la personne à l'hôpital. On va appeler une garde préventive. Oui, tu peux changer. Jean-Philippe, excuse-moi, il te reste 10 minutes avant la période de questions. Oh, OK, je clenche. Suite à ça, il peut y avoir une garde provisoire. Sachez que les gardes provisoires, les psychiatres peuvent faire ça. Vous, les intervenants, on peut faire ça aussi. Et les proches peuvent faire ça. Il y a des organismes, en fait, c'est une demande qu'on va aller demander devant le juge. Et ça, habituellement, c'est beaucoup plus gagnant que la P38 puisqu'on s'en va devant le juge puis on doit démontrer
potentiel de danger, pas le potentiel de dangerosité, mais la dégradation de l'état mental de la personne. Et ça nous assure, au niveau de la garde provisoire, que la personne va être évaluée par un psychiatre. Suite à ça, je vais couper court pour laisser Geneviève finir, mais on va aller dans les gardes en établissement. Ça va être vraiment des gardes. Quand à l'hôpital, ils vont considérer que la personne a besoin d'être hospitalisée. Ils peuvent aller demander une garde devant le juge pour que la personne soit hospitalisée pendant 21 jours et elle doit être renouvelée devant les tribunaux. Je laisse reparler, Geneviève. Super. Donc, on va vous parler du plan de sécurité qui peut s'appeler aussi plan de crise. On va entendre ça aussi, le plan de crise. Il y a différents modèles qui existent, mais les éléments qu'on trouve dans le plan de sécurité sont habituellement pas mal les mêmes. Là. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui, puis ensuite, on va voir aussi rapidement, vu qu'il reste 10 minutes, les éléments gagnants pour que le plan de sécurité soit efficace. Parce que le plan de sécurité, ça a vraiment été démontré comme un moyen d'intervention qui peut prévenir les crises, puis qui peut faire en sorte aussi qu'on intervient de façon plus efficace en situation de crise. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce plan-là qu'on fait vraiment en collaboration avec la personne, c'est ses stratégies pour se sentir bien au quotidien en général. Qu'est-ce que je fais pour être bien? Du sport, je prends mes médicaments, je vais à mes rendez-vous, par exemple. Les événements qui peuvent me faire sentir moins bien, la personne commence à réfléchir à c'est quoi qu'est-ce qui peut me lever des petites alertes, que là, ça pourrait aller moins bien quand je bois, par exemple, le lendemain, je suis plus déprimée, quand je me chicane avec mon chum. Donc, ces événements-là, la personne fait une prise de conscience de ça. Puis les signes que ça va moins bien, qui peuvent être des signes autant dans les comportements que des pensées. Je commence à avoir des pensées suicidaires, je ne dors pas, par exemple. Donc, j'ai des exemples rapides, mais j'ai mis un exemple à la fin que vous pourrez consulter. Les stratégies à ce moment-là que je mets en place. Qu'est-ce que je peux faire? J'appelle le centre de crise, par exemple. Je prends une médication pour mieux dormir quand j'ai des bonnes nuits après, ça m'aide. Je fais du sport. Donc, la personne va mettre ses stratégies à elle. C'est important d'essayer de voir avec la personne c'est quoi les stratégies qu'elle a utilisées dans le passé qui ont fonctionné. Idéalement, en période de crise, là, la personne est disposée plus à le faire, on va en parler après, mais on ne va pas commencer à enseigner des nouvelles stratégies. Si c'est possible, on va utiliser celles qu'elle connaît déjà. Puis si ce n'est pas possible, on va enseigner des stratégies assez faciles à apprendre. Les personnes qui peuvent me venir en aide dans mon réseau, mais aussi, c'est là qu'on va parler des numéros 24/7, des centres de crise. Il y a des centres de crise dans tous les secteurs. Ou Suicide Action Montréal, une place que la personne peut appeler 24/7. Est-ce que les personnes que tu as mis comme proches sont au courant que ça se peut que tu l'appelles en situation de crise? Ça va être important qu'ils le soient. Les interventions souhaitées en situation de crise, c'est quoi qu'on va déterminer avec la personne, puis en étant très honnête sur qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un qui est homicidaire, qui a décidé de tuer un proche, par exemple, bien, c'est sûr qu'il ne peut pas rester chez lui, mais quand la personne est plus calme, on va négocier avec cette personne-là. Comment tu préfères qu'on intervienne, puis ça l'aide à maintenir le lien aussi après. Quand la personne sait d'avance c'est quoi les limites dans notre intervention, puis qu'on essaie de mettre en place qu'est-ce que lui souhaite. Je vais être accompagnée à l'urgence par un proche. Le proche est d'accord. Alors, ça serait comme ça qu'on pourrait mettre en place. Puis, inclure les moyens pour sécuriser l'environnement. Donc, quelqu'un qui me dit, moi, j'ai plus d'idées suicidaires quand je bois, pouvait me dire, je vais garder moins d'alcool chez moi, par exemple. Les éléments gagnants du plan de crise, c'est important de planifier le plan au bon moment. Tantôt, Jean-Philippe disait, c'est pas le temps quand tu vas faire une P38 faire le plan de sécurité. C'est vrai, la personne n'est pas disponible à faire ça. Le plan de sécurité, ça se fait souvent après la période intense de crise, après le passage à l'acte, pour que la personne soit disponible pour le faire. Puis des fois, pendant qu'on va faire le plan de sécurité, les émotions vont trop remonter, on va retourner plus dans la régulation des émotions pour que la personne puisse faire ce travail-là. Ça arrive aussi que le plan de sécurité, moi, je le fais en plusieurs rencontres parce qu'une première rencontre en intervention de crise, la personne est très envahie, fait qu'on peut mettre seulement les numéros 24/7 au début, des choses très ciblées, puis après, le reprendre avec la personne. On explique le pourquoi du plan aussi pour que ça fasse sens pour la personne. La théorie de la crise, tantôt qu'on a dit, la personne en crise a de la misère à réfléchir. C'est pour ça qu'on le met par écrit. Tu as seulement à l'appliquer comme on l'a déterminé quand tu es un peu plus disponible à ça. Le plan de crise, si c'est possible, on l'élabore aussi avec un proche. Comme ça, cette personne-là peut amener des éléments de « Ah, c'est vrai, quand tu vas moins bien, moi, j'ai remarqué ça. » Elle peut amener des éléments qui vont être complémentaires à ce que la personne va amener.
On laisse le client, idéalement, écrire en ses mots, c'est son plan, ça y appartient. Donc, de le mettre comme lui va bien le comprendre. Puis moi, habituellement, je demande si c'est possible de me prendre des notes ou prendre une photo pour que nous aussi, on l'ait pour pouvoir mieux intervenir en situation de crise future. On laisse une copie à la personne, c'est bien sûr, puis on l'incite aussi à en remettre aux proches qui est identifié dans le plan de sécurité qui pourrait y venir en aide en situation de crise pour qu'elle sache comment l'aider dans cette situation de crise aussi, la ramener vers ses stratégies. Puis, on révise le plan régulièrement avec la personne, dont après chaque période de crise, de revoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. J'ai oublié de dire aussi que par rapport à la copie papier, c'est important d'utiliser les moyens que les gens utilisent, comme les jeunes, par exemple. Il y a des applications, pas juste pour les jeunes, mais moi, je travaille avec les jeunes, puis les applications qui existent comme Mes outils ou Psy Assistance, qui sont des plans de crise, mais sur les téléphones intelligents, ou de dire, prends une photo de ton plan papier pour l'avoir dans ton téléphone, fait que de trouver des façons qui l'aident accessibles aussi. C'est ça qui est une pratique gagnante, finalement. Donc, on va avoir une temps de finir. J'ai l'exemple ici, mais vous pourrez la consulter ensuite. Donc, on pourrait aller pour les questions. Bon, bien, on vous remercie. Il y a eu une intervention d'une maman qui a été exposée à ces situations-là, qui disait que on avait intérêt à impliquer des familles dans des questions comme ça. Et aussi, moi, j'avais une question. Comment gérez-vous la confidentialité par rapport aux équipes traitantes? Si la personne vous dit, suite à une intervention, que vous ne voulez pas que vous contactiez son équipe, comment gérez-vous ça? Bien, nous, en fait, c'est que si la personne refuse qu'on contacte l'équipe, malheureusement, on n'a pas le droit. Fait que on ne les contacte pas. Tout dépendamment, c'est sûr que nous, on a des ententes intersectorielles là, au niveau de Québec, des fois que nous, on fait partie, qu'on peut transmettre de l'information au CIUS, mais c'est sûr que tout dépendamment, la personne va en être où. Tu sais, par exemple, si jamais elle est emmenée à P38 à l'hôpital, c'est qu'on se dit qu'elle n'a pas le jugement pour décider, c'est ça, on y retire ses droits, fait qu'à ce moment-là, on va transmettre l'information à l'hôpital, mais oui, ça a plusieurs reprises, malheureusement. Je vais miser sur le lien de confiance, puis essayer de travailler pour qu'à un moment donné, ils finissent par accepter que je puisse parler à quelqu'un. J'ajouterais aussi que dans le cadre de suivi à plus long terme, là, comme nous au PEP, dès le début du suivi, on fait signer des autorisations de communiquer avec les proches, puis comme ça, dans des situations comme ça, on n'a pas à aller rechercher l'autorisation de la personne qui là, a de la difficulté à prendre des décisions. Là. Donc, de voir s'il y avait une situation de crise, est-ce que tu nous autorises, on le fait en prévention. Puis, dans le contexte où, par exemple, il n'y a peut-être pas de sévérité, de gravité suffisante de la situation pour procéder à une P38, mais qui aurait manifestement besoin d'une garde provisoire parce qu'il y a quand même une dangerosité, est-ce que vous allez néanmoins respecter la demande de la personne de ne pas parler? Bien, en fait, comment ça fonctionne au niveau de la garde provisoire? C'est que nous, à Québec, il y a différents organismes qui font ça. Exemple, la boussole, c'est qu'on demande au juge, il y a un principe qu'il faut signifier à la personne qu'on va faire la démarche. Donc, techniquement, moi, je suis censé de parler au client et de dire, sache que cet après-midi, je m'en vais devant monsieur le juge et je vais demander une garde provisoire. Fait que quand on est en train de justement, parce que c'est ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à huis clos. Donc, l'information reste, c'est ça, dans la salle d'audience. Mais à différents, des fois, c'est que nous, à Québec, puis on peut demander au juge, si on est capable de démontrer ça aurait amené la personne à se mettre en danger de signifier. Exemple, la madame, elle me dit, si vous me rentrez à l'hôpital, je vais fuir le pays ou je vais m'enfuir en voiture ou tout ça. À ce moment-là, on est capable de démontrer devant le juge qu'on ne peut pas signifier parce que ça pourrait mettre la vie de la personne en danger. Okay. Donc, j'écrivais les applications sur le chat parce que je voyais que quelqu'un l'a demandé. Là. Donc, c'est Mes outils et Psy Assistance. Il y en a aussi en anglais. S'il y en a qui ont des clientèles anglophones, ceux que nous, on utilise ici, c'est Mes outils et Psy Assistance. Je vais vous les écrire. D'accord. Question. Comme intervenant, pouvons-nous appeler les policiers seulement en backup pour une intervention en situation de crise
sans nécessairement leur demander d'intervenir directement? Oui, en fait, oui, on peut demander, là, tout dépendamment. Là, nous, on a un bon lien avec le service de police, mais les intervenants peuvent dire, exemple, moi, je ne suis pas à l'aise de me présenter à une telle adresse parce que je ne sais pas dans quel état va être la personne. Oui, on peut demander aux policiers préventivement, faire un plan de match avec eux. Je vous dirais souvent, quand il n'y a pas de dangerosité, ça, c'est toujours plus gagnant de passer, exemple, de se présenter au poste de police ou pas nécessairement passer par le 911, mais de le planifier, ça, parce que ça, ils peuvent des fois dégager des policiers. Fait que oui, ça peut se faire. OK. Donc, aussi, il y a une autre question, savoir un peu comment est-ce que votre propos, quel est le rôle de l'intervenant qui n'est pas dans votre équipe par rapport à tout ça, par rapport, par exemple, à tout le plan dont vous parliez? Moi, je pense que le plan de sécurité, c'est même quelque chose qui pourrait être fait avec tous les intervenants. Là, nous, au PEP, on le fait, puis là, je travaille plus en intervention de crise directe, mais d'avoir un plan de sécurité pour prévenir les crises puis savoir comment intervenir de façon efficace pour la personne. Tous les intervenants ont accès à cet outil-là. Puis comme moi, j'en garde une version Word parce que je l'adapte selon les clients. Des fois, il y a certaines choses comme comment sécuriser mon environnement si la personne n'est pas suicidaire, pas homicide, je l'enlève. Donc, tu sais, on met nos sections, mais c'est une approche qui peut être utilisée dans tous les services. D'accord. Bien, écoutez, je pense qu'on va conclure sur ça. On vous remercie. Et donc, j'en profite peut-être pour annoncer, donc, sur l'heure du dîner, il va y avoir d'abord une série de diapositives sur les cliniques PEP du Québec. Il va y avoir, donc, il va rouler un diaporama. Par la suite, donc, il va y avoir ma liste de lecture de jazz. Si jamais il y a des gens qui aiment ça, il va en avoir du bon. Bill Evans, Dave Brubeck, Miles Davis, etc. Et ça va faire un fond sonore quand même tout à fait compatible avec le repas. À 11h, à 12h58, Céline Dion, la Céline Dion, Pauline, va venir faire une apparition surprise. Vous saurez alors que c'est imminent. Aussi, il faut se rappeler qu'à 13h, il va y avoir vraiment une révélation choc. Pas de révélation choc, mais un coming out vraiment émouvant qui va survenir. Donc, alors, je crois que c'est cela et qu'on peut vous laisser aller. Merci Marc-André. Oui, vas-y. Oui, vas-y là. J'enchaînais avec les PowerPoint. D'accord. Alors, à tantôt. Malheureusement, on ne peut pas voir la musique en même temps que le PowerPoint. Alors voilà, c'est que voulez-vous? Comme dirait, non, je vais dire comme Jean Chrétien aurait dit, que voulez-vous?